Bonsoir fidèles téléspectateurs et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision panafricaine Afrique Média pour cette autre édition d'Appel sur le continent, l'émission des téléspectateurs. Ce soir, nous parlons de l'actualité malienne. Il y a quelques semaines, les FAMA ont lancé une grande opération antiterroriste du côté de Moura où de nombreux terroristes de la Katiba de Massina ont donc été tués, certains sont en fuite, d'autres ont été neutralisés à la suite de cette opération militaire grandement menée par les forces armées maliennes. Les partis ont commencé à se diviser sur la scène internationale. Du côté de Paris, on crie au massacre de civils alors que cependant la Fédération de Russie a salué une grande opération militaire antiterroriste des forces armées maliennes. Parlons donc de la requête de la France qui a donc été bloquée par la Fédération de Russie au Conseil de sécurité des Nations Unies à la suite de cette opération militaire du côté de Moura. Paris, au moment où Bamako a décidé d'ouvrir une enquête sur des massacres présumés de civils du côté de Moura, Paris a souhaité introduire une requête au Conseil de sécurité pour envoyer une mission d'enquête de l'ONU du côté du Mali, requête qui a vite fait d'être bloqué par la Fédération de Russie. Nous parlons donc de cette actualité avec vous et nos invités dans cette nouvelle édition d'Appel sur le continent. Sur le plateau central, nous sommes avec Samuel Djenedor Youmbi. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir M. Junior Wafo et bonsoir à tous la jeunesse panafricaine à laquelle nous sommes toujours très émus tous les soirs et tous les matins, tous les après-midi pour pouvoir les édifier et quelque part échanger et partager avec eux l'actualité sur la scène nationale et internationale et partout, dans toutes les, en particulier au Mali actuellement, ce qui est devant nous aujourd'hui comme crise dans le continent africain et dans la sous-région de la CEDEAO. Et un grand bonsoir encore à cette jeunesse dynamique qui en a pris la quintessence de la situation géopolitique et géostratégique dans le monde aujourd'hui. Nous ne sommes que satisfaits et grand merci encore au PDG d'Afrique Média qui a eu cette aimabilité et cette grande vision de pouvoir créer une chaîne typiquement panafricaine qui aujourd'hui est en train de faire des émeutes pour la libération totale de l'Afrique du grand continent. Et merci encore et un grand bonsoir à vous, M. Jean. Merci à vous, Samuel Djenedor Youmbi. Le temps de permettre à nos invités de l'autre côté de Zoom de nous retrouver. On va aller du côté de la réalisation pour prendre cet élément. C'est en fait l'extrait de l'intervention de l'ambassadeur représentant permanent du Mali auprès du Conseil de sécurité, son Excellence Issa Konfourou fait le point sur la situation du côté de Moura. On prend l'élément, on revient par la suite pour en parler avec nos invités. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le gouvernement du Mali prend note du rapport du secrétaire général et je remercie mon frère, M. El-Gassim Ouane, chef de l'administration, pour sa présentation. Je souhaite à présent répondre au nom du gouvernement du Mali au rapport du secrétaire général et à vos observations que j'ai écoutées avec beaucoup d'attention. Je commence par la nécessité du retour à l'ordre constitutionnel au Mali, évoqué par le secrétaire général dans son rapport et par plusieurs membres du Conseil de sécurité. Il ne vous a pas échappé que cette question figure parmi les priorités du gouvernement de transition, car les Maliens tiennent à la démocratie. Cependant, il ne faut surtout pas perdre de vue que l'instabilité politique et institutionnelle devenue chronique au Mali prend son origine dans les élections mal organisées et dans la mauvaise gouvernance. C'est pourquoi le gouvernement de la transition tient à faire quelques réformes majeures visant notamment à assurer une stabilité durable des institutions et un avenir meilleur pour nos populations maliennes. Il y a lieu également de créer des conditions minimales de sécurisation pour permettre la tenue de ces élections. Le gouvernement du Mali reste engagé dans le dialogue avec la CEDEAO dans ce sens, y compris sur la durée de la transition. Par ailleurs, le gouvernement du Mali demande la levée immédiate des sanctions injustes, illégales, illégitimes et inhumaines prises par la CEDEAO et l'UEMOA. À cet égard, je rappelle que par ordonnance en date du 24 mars 2022,
la Cour de justice de l'UEMOA a ordonné le sursis à l'exécution des décisions prononcées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Le gouvernement constate avec regret qu'en dépit de la double notification qui leur a été faite par le Mali et la Cour, malgré l'impact humain et social sur les populations, la Commission et la conférence des chefs d'État n'ont daigné exécuter cette ordonnance, pourtant d'exécution immédiate et insusceptible de recours. Il y a lieu de s'interroger s'il ne s'agit pas là d'une politique de 2 poids 2 mesures motivée par un acharnement visant à asphyxier le peuple malien. Cette posture est influencée par des agendas et des pressions externes à peine voilées pour punir un peuple pour son choix politique et obtenir un changement de régime. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, sur le plan sécuritaire, le gouvernement continue d'intensifier les efforts de recrutement pour la formation et l'équipement des forces de défense et de sécurité maliennes en vue de renforcer leurs capacités opérationnelles. Ces actions donnent des résultats très encourageants sur le terrain. Depuis décembre 2021, les forces de défense et de sécurité maliennes poursuivent leur vaste offensive à travers le pays, infligeant de lourdes pertes aux groupes extrémistes, y compris les chefs terroristes. Ces opérations ont permis de détruire plusieurs bases terroristes, plusieurs interpellations ont eu lieu et une quantité importante de matériel de guerre a été récupérée. Ils ont en fait renforcé le sentiment de sécurité des populations, entraînant ainsi le retour aujourd'hui dans leur localité d'origine de plus de 80 000 personnes déplacées internes. Nous sommes déterminés à poursuivre et à intensifier ces actions militaires, avec l'objectif ultime de protéger nos populations et leurs biens et de rétablir progressivement l'autorité de l'État, des services administratifs et sociaux de base sur l'ensemble du territoire national, ce qui contribuera à créer les conditions indispensables pour la tenue d'élections crédibles et inclusives. Je salue ici l'ensemble de nos partenaires qui accompagnent le Mali dans la réalisation de cet objectif. C'est aussi l'occasion pour moi de répondre à certains membres du Conseil qui accusent sans fondement le gouvernement du Mali de recourir à une société de sécurité privée comme je l'ai entendu la dernière fois. Je le redis ici et avec force. Le Mali n'a pris aucun engagement de cette nature. Le Mali entretient une relation de coopération d'État à État avec la Russie, et ce, depuis 1960. Et c'est à la faveur de cette coopération avec la Russie que le Mali continue de se procurer du matériel militaire pour sa sécurité, et c'est aussi à la faveur de cette coopération que des formateurs et des instructeurs russes se trouvent actuellement au Mali pour conseiller et former les militaires maliens à l'utilisation de ces matériels acquis par le Mali auprès de la Fédération de Russie. Cela dit, le Mali reste disposé à coopérer avec tous les partenaires traditionnels. Nous sommes ouverts à chacun de nos partenaires, ayant la volonté de nous aider à rétablir la paix et la sécurité dans le respect de la souveraineté, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Mali. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, vous avez également évoqué la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Il me plaît ici de souligner combien le gouvernement reste engagé dans la mise en œuvre diligente et intelligente de cet accord. Cet engagement a été conforté par les Assises nationales de la refondation en décembre 2021, qui ont recommandé notamment l'élaboration d'une nouvelle constitution instituant entre autres le Sénat et l'accélération du processus de décentralisation et de déconcentration de l'État. C'est le lieu pour moi de saluer encore une fois le rôle actif de l'Algérie et l'accompagnement de l'équipe de médiation internationale. S'agissant de la participation des femmes au processus de paix, je suis heureux de vous informer que le gouvernement a communiqué la liste de 15 femmes supplémentaires devant intégrer le comité de suivi de l'accord et ses 4 sous-commissions. Malgré les propositions ambitieuses et concrètes du gouvernement, le processus de DDR
c'est-à-dire le processus de désarmement, démobilisation, réintégration et réinsertion de l'accord, connaît quelques difficultés. À cet égard, le gouvernement du Mali est dans l'attente de la liste des mouvements signataires pour permettre le démarrage du volet réinsertion des anciens combattants. Concernant les questions de développement prévues par l'accord, et contrairement aux affirmations du secrétaire général, le gouvernement du Mali reste engagé dans la mise en œuvre des programmes de développement des régions du Nord. À titre d'illustration, je me réjouis du lancement des 16 projets retenus dans ce cadre le 21 octobre dernier, malgré la situation économique difficile de mon pays, suite au blocus économique et financier décidé par la CEDEAO et l'UEMOA. Je lance ici un appel à tous les partenaires du Mali à contribuer au financement de cette stratégie spécifique de développement des régions du nord du Mali. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le secrétaire général et plusieurs membres du Conseil de sécurité se sont préoccupés de la situation des droits de l'homme au Mali. Je tiens à souligner que le gouvernement reste très attaché au respect, à respecter et à faire respecter les droits de l'homme, aussi bien par les forces maliennes qu'internationales, conformément du reste à nos valeurs historiques inscrites dans la charte de Kouroukanfoukoura de 1236 de l'empereur Soundiata Keïta. Et jusqu'en janvier 2012, le Mali était cité en exemple pour le respect des droits humains et des libertés fondamentales. La crise complexe que nous traversons depuis une dizaine d'années et la perte du contrôle de certaines parties du territoire national ont malheureusement créé les conditions de l'atteinte aux droits humains. Cependant, il n'y a aucune volonté délibérée des autorités nationales d'accorder des primes à l'impunité s'agissant des cas avérés de violation des droits de l'homme. Ainsi, la justice malienne est systématiquement saisie chaque fois que des cas de violation des droits de l'homme sont signalés. Une session de la Cour d'assises spécialement consacrée aux dossiers de terrorisme et de violations graves des droits humains s'est tenue à Bamako en octobre 2021. Auparavant, la Cour d'assises de Mopti avait condamné le 30 juin 2021 12 individus accusés dans le cadre des attaques de Koulongo-Peul dans le cercle de Bankas et qui avaient causé la mort de 37 personnes. C'est dire l'engagement du gouvernement du Mali, malgré tous les défis que nous avons, à ne ménager aucun effort pour lutter contre l'impunité. D'autres sessions d'assises auront lieu au cours de l'année 2022 pour donner des suites appropriées à plusieurs enquêtes et procédures en cours, conformément aux lois de la République du Mali. Il est vrai cependant que les conditions sécuritaires sur le terrain, l'absence de services compétents de l'État dans certaines localités et le déficit de moyens et d'expertise dans certains domaines ne favorisent pas l'aboutissement rapide des procédures ouvertes. C'est l'occasion pour moi de plaider pour un renforcement de la coopération internationale en faveur du Mali en vue de l'aider à relever les défis sur ce plan en termes de formation, d'équipement, d'expertise et de financement adéquats. Le gouvernement du Mali réitère son appel à ses partenaires pour l'aider à rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, condition essentielle à l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans mon pays. Concernant les opérations militaires en cours dans la zone de Moura, Moura qui se trouve à 17 km au nord-est de Kouakourou, dans le cercle de Djéné, dans la région de Mopti, il y a lieu de préciser qu'elles font suite à des renseignements bien précis qui ont permis de localiser la tenue d'une rencontre entre différents katibas, ce qui a permis la neutralisation de 203 combattants des groupes armés terroristes. Après les premières auditions effectuées par la gendarmerie nationale, les personnes interpellées ont été transférées au pôle judiciaire spécialisé chargé de l'instruction des affaires de terrorisme. Hier, 6 avril, reçu par le Premier ministre, le président de Tapital Koulapou, association représentative de la communauté Peul, a souligné que Moura était bien un sanctuaire terroriste avant d'affirmer sans embâche que les allégations portées contre les FAMA sont fausses. Je voudrais à cet égard rappeler que le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire reste une priorité dans la conduite des opérations de nos forces armées et de sécurité. Il en est de même de l'ouverture d'une enquête chaque fois que des allégations sont portées contre nos forces.
Concernant les cas spécifiques des événements de Mouroua et suite aux allégations d'exactions présumées commises sur des civils dans la période du 23 au 31 mars 2022 dans la dite zone, le procureur militaire a décidé de l'ouverture d'enquêtes par la gendarmerie nationale pour mener des investigations approfondies afin de faire la lumière sur ces allégations malgré les opérations militaires en cours. Un transport judiciaire sera effectué très prochainement sur le site de Moura par le procureur militaire exerçant ses prérogatives de police judiciaire. Il sera accompagné d'un médecin légiste, d'une équipe technique et scientifique et d'enquêteurs. L'opinion publique sera régulièrement informée de l'évolution de ces enquêtes, dont les résultats seront rendus également publics. En attendant la conclusion de cette enquête, nous appelons toutes les parties prenantes à la retenue, à éviter les qualificatifs de massacre, les allégations et autres accusations sans fondement proférées à l'encontre des forces de défense et de sécurité du Mali dans un dessein inavoué. Par ailleurs, le gouvernement du Mali reste préoccupé par la détérioration continue de la situation humanitaire au Mali. Cette situation humanitaire est davantage aggravée par la mauvaise saison des pluies enregistrée l'année dernière, l'impact négatif des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA sur les populations, ainsi que l'insécurité dans les régions du centre, zone de production par excellence. Pour alléger leurs souffrances, le gouvernement du Mali travaille avec l'appui de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux afin d'apporter l'assistance nécessaire à nos compatriotes en situation de vulnérabilité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, pour terminer, je dirais que la crise au Mali, qui a un impact majeur sur la stabilité de l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, reste complexe et difficile. Sa résolution durable est la responsabilité principale des Maliennes et des Maliens. Le gouvernement du Mali reste déterminé à jouer toute sa partition pour le retour de la paix et de la stabilité sur l'ensemble du territoire national en faisant recours aux leviers politiques, sécuritaires, du développement socio-économique, de la justice et de la réconciliation. Cependant, la réalisation de ces chantiers ambitieux requiert la compréhension et l'accompagnement de l'ensemble des partenaires du Mali. C'est pourquoi je voudrais demander ici la compréhension de nos partenaires et solliciter la levée immédiate des sanctions qui frappent un pays déjà fragilisé par plusieurs années de crise politique, sécuritaire, économique et sanitaire, surtout au moment où nos femmes gagnent en confiance et remportent des victoires sur plusieurs fronts. Le peuple et le gouvernement du Mali réitèrent leur appréciation et leur remerciement pour l'énorme contribution des Nations Unies aux efforts de stabilisation en cours dans mon pays, à travers notamment la MINUSMA. Je rends hommage à la mémoire de toutes les victimes de cette crise, civiles comme militaires, étrangères comme maliennes, tombées sur le champ d'honneur au Mali, et je vous remercie de votre aimable attention. Merci à la réalisation. C'était l'intervention de son Excellence Issa Kanfourou, ambassadeur de la République du Mali auprès des Nations Unies. Retournons sur le plateau. Eh bien, Samuel Dionodor Yumbi, on a écouté ensemble l'ambassadeur Kanfourou. Une fois de plus, les forces armées maliennes sont accusées à tort, s'il faut se fier à la réalité du terrain. Mais on a écouté l'ambassadeur le dire. Il a d'ailleurs dit beaucoup de choses, et dans ces choses, on retient qu'une fois de plus, certaines puissances sont à la manœuvre pour démobiliser l'armée malienne, et parmi ces puissances, on compte la France. Exactement. L'ambassadeur représentant du Mali auprès des Nations Unies a été très clair et précis sur la diplomatie malienne au niveau international, au plan international. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir carrément et clairement que la France est en train de vouloir perturber le bon fonctionnement sur la mise en place que les Maliens entre eux ont prise pour mettre sur pied l'organisation des élections futures et l'organisation des institutions des institutions maliennes sur le terrain. La France veut encore saper tout ce grand travail qu'un peuple souverain est en train de vouloir mettre sur pied. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est au niveau des Nations Unies que la France, soi-disant pays ami de son précaré, de tous ces pays, de ces 14 pays, c'est elle-là
qui est toujours en train de dire qu'elle est un ami des pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, mais c'est elle qui va encore au niveau des Nations Unies pour aller chercher à incriminer de plus encore le Mali. Et chose qu'on démontre, qu'on voit présentement, actuellement, que la France, vraiment, c'est un pays mythomane, c'est un pays méchant, c'est un pays raciste qui n'aime pas l'Afrique, qui aime tout simplement que l'intérêt de l'Afrique, parce que nous sommes en train de voir que c'est après plus de 60 ans d'indépendance par procuration, c'est cette même France qui est toujours partie auprès des Nations Unies, chercher toujours et toujours les décisions des Nations Unies, un vote des Nations Unies pour pouvoir déstabiliser les pays de l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est quand on entend le représentant du Mali qui est en train d'expliquer, pas seulement de ce problème, est en train de démontrer comment la France est en train de vouloir asphyxier un pays qui sort de plus de 60 ans d'instabilité, un pays qui est dans l'insécurité totale à cause des terroristes qui sont venus d'ailleurs, que la France a pu faire rentrer et a pu former et a pu armer. Aujourd'hui, nous pouvons le dire ça clairement, aujourd'hui, c'est cette même France encore qui veut encore déstabiliser les populations qui sont en train de revenir chez eux, qui veut déstabiliser quelque part le socle étatique de l'État en voulant encore ramener ce problème à un problème mensongère au niveau, en soi-disant qu'il y a des exactions au niveau de Mora, quand nous connaissons que la France est un pays ami et que ce qui s'est passé à Mora, c'est plutôt l'éradication des terroristes que l'armée des FAMA sont en train de faire sur le terrain, que eux, après 9 ans, ils n'ont pas pu faire voir aux yeux de l'opinion internationale et européenne, en particulier française, et ne serait-ce que dire que même aux yeux des Africains, nous n'avons jamais vu de tels résultats. Aujourd'hui, qu'elle se sent acculée, qu'elle se sent quelque part que les FAMA, sous le soutien avec la Russie, sont en train de toucher au point du doigt, de découvrir ce qui est l'impensable que nous allons voir très prochainement d'ici les semaines et mois à venir, c'est ce qui était ce trou comme de Mora, comme ça me rappelle un peu les collines des montagnes de Tora Bora en Afghanistan. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une réalité et je profite toujours de cette occasion encore pour interpeller toute la jeunesse africaine, panafricaine, de dire voici les preuves encore. Cette France qui dit tout le temps qu'elle est l'amie des pays africains, cette France qui dit tout le temps qu'elle est l'amie du précaré, de son précaré, ces 14 pays, c'est cette même France encore qui va auprès des Nations Unies aujourd'hui pour chercher la possibilité de qu'on vienne encore, les Nations Unies envoient les forces onusiennes encore sur le. Voyez vous-même tout jeune qu'il y a Anguille sur Roche. Eh bien, Samuel Dionador, justement, pour vous relancer, oui. Vous faites état de ces forces onusiennes qui sont appelées. Est-ce que cette opération spéciale militaire antiterroriste des forces armées maliennes du côté de Moura ne pose pas une fois de plus le problème de ces forces onusiennes qui sont présentes sur le continent africain? Parce qu'il faut dire que le rapport, en tout cas, de ces assassinats, comme ils l'ont appelé, ce massacre de masse de civils est porté par la MINUSMA, qui est la mission des Nations Unies du côté du Mali, et ces allégations sont portées par la MINUSMA du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que cette opération militaire ne pose pas encore une fois de plus le problème du départ de ces forces onusiennes? Oui, et évidemment que nous l'avons déjà débattu et nous avons déjà vu avec tous les frères africains, panafricains qui sont là-bas au Mali, et nous avons déjà fait ce constat de savoir que la force, la MINUSMA, n'était qu'en complicité avec la force Balkan et Takuba, qui sont arrivés en renfort pour pouvoir renforcer l'Europe dans le partage du Mali. Nous avons compris tout simplement que ce sont eux qui ont fabriqué ces terroristes, armé ces terroristes, et aujourd'hui que la souveraineté malienne, que le peuple malien a dit aux autorités maliennes qui sont en poste aujourd'hui, que nous ne voulons plus voir tous ces pays sur nos sols, car ils sont ceux-là qui ont amené l'insécurité au Mali, parce qu'avant 2013, il faut dire, il y avait l'insécurité, mais ce n'était pas
à ce niveau. Donc aujourd'hui, que le peuple malien se réveille, et le peuple malien est en train de demander sur la présidence de M. Assimi Goïta, qui est en train de dire non à la force Takuba, qui est en train de sortir, à la force Barkhane, qui est en train de prendre des pliés bagages. La MINUSMA, elle, maintenant sur le terrain, c'est le dernier relais avec les ONG qui sont sur place pour pouvoir chercher maintenant à la dernière carte qu'ils ont à jouer aujourd'hui, c'est d'apporter des déclarations mensongères comme ça, parce que quoi? La force, les FAMA sont en train d'atteindre les objectifs où ils vont où ils n'ont jamais pu aller il y a près de 9 ans parce qu'ils étaient bloqués. On ne les permettait pas d'aller sur ce terrain. Aujourd'hui qu'ils arrivent sur le terrain et qu'ils ont fait avec fracas une éradication d'un groupe de terroristes et il y a plus de 230 terroristes. Imaginez qu'on ne parle pas de 230 soldats terroristes, mais on parle de 230, mais presque 200 chefs rebelles qui ont été abattus ce jour et ceux qui ont été faits prisonniers. Donc aujourd'hui, la MINUSMA qui a intenté auprès des Nations Unies avec le soutien de la France pour demander une enquête indépendante sur le terrain, nous pensons tout simplement que la souveraineté du Mali est en train de se faire voir parce que les FAMA sont en train de faire du bon travail et on ne peut pas faire du bon travail en défendant son territoire parce qu'on a éradiqué des terroristes pour qu'on puisse se retrouver au Conseil des Nations Unies. Ça, c'est impensable au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est impensable tout simplement. Pourquoi? Parce que même cette MINUSMA, elle a eu à commettre des exactions sur le terrain. Mais on n'a jamais porté un problème, une enquête indépendante pour pouvoir voir et juger et condamner par rapport pourquoi la MINUSMA, elle s'était trompée ou elle ne s'était pas trompée, c'était vrai ou c'était pas vrai, donc je mets entre guillemets comme ça, mais on n'a jamais eu une enquête de ce genre. La force Barkhane également. La même chose. Donc vous vous rendez compte aujourd'hui que tout ce qu'on est en train de voir au niveau des Nations Unies, ça c'est rien que du pipeau, mais nous restons toujours dans la continuité sur le respect des instruments internationaux qui sont dans ces organisations internationales. On reste toujours dedans pour pouvoir suivre, sachant bien que tout ceci, après 70 ans, les Nations Unies ont besoin d'une réforme de profondeur. Parce que aujourd'hui, ça se voit à l'œil nu qu'il y a anguille sur roche, il y a fourberie, que la MINUSMA commet des exactions, il n'y a jamais enquête. La force Barkhane commet des actions, il n'y a pas enquête. Les terroristes pillent, tuent, assassinent atrocement, il n'y a pas enquête. Aujourd'hui, quand c'est la force militaire de charger de la sécurité des populations et leurs biens, l'armée régulière. L'armée régulière, merci bien, l'armée gouvernementale qui se permet maintenant d'aller au front maintenant pour reculer au loin ces terroristes, soit pour, disons le mot, pour assassiner, parce qu'il faut les terroristes n'ont un seul choix, ou je vous assassine, à nous aussi de les assassiner. Donc la logique est qu'il faut éradiquer les terroristes. Maintenant que l'armée régulière va sur le terrain pour combattre maintenant ces terroristes, que la France, la force Barkhane, la MINUSMA, qui était venue pour pouvoir s'interposer, qui n'ont rien pu faire pendant plus de pratiquement 10 ans. Pratiquement 10 ans, il faut le dire. Il est impensable aujourd'hui qu'on se retrouve que c'est la même MINUSMA qui va maintenant demander qu'il faut une enquête auprès des Nations Unies, une enquête indépendante sur le terrain. Alors là, nous pensons qu'après plus de 60 ans, l'Afrique, le Mali, qui est un pays civilisé depuis l'acte de Soundiata Keïta depuis 1236. Aujourd'hui, nous voyons que le Mali ne pourra pas se laisser fouler, l'Afrique ne pourra pas se laisser fouler parce que aujourd'hui, c'est un flagrant délit que toute l'Afrique est en train de voir, que toute la jeunesse est en train de voir, que nous sommes en train de voir, et même l'opinion nationale, et je dis bien l'opinion européenne, sont en train de voir qu'aujourd'hui, c'est un flagrant délit dont l'Afrique n'est plus dupe, la jeunesse africaine n'est plus dupe, et aujourd'hui, nous pensons que la seule personne qui veut encore nous traiter de dupes, c'est cette organisation des Nations Unies. Et nous ne pourrons pas laisser passer parce que aujourd'hui, notre souveraineté, nous devons l'arracher pour dire s'il faut recommencer les cartes, s'il faut repartager les cartes. Nous allons aller sur le respect des accords, sur le respect des institutions, sur le respect de tout ce qui cadre la protection
de chaque État souverain et tout ce qui cadre la protection de chaque individu, car c'est l'humain qui est en jeu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, s'il faut traiter les Africains comme s'ils sont inhumains, comme s'ils sont de rien, nous le disons non aujourd'hui. La réponse que nous voyons aux Nations Unies aujourd'hui et ces explications et ces détails et ce que nous vivons aujourd'hui est en train de démontrer que nous aussi en Afrique aujourd'hui, comme l'a si bien dit le procureur, il faut attendre les enquêtes à Mora. C'est ce pays souverain avec une procédure judiciaire dont le procureur est en train de faire sur le terrain qui va départager et répondre maintenant à l'opinion internationale ce qui s'est passé. Et nous savons déjà que ce qui s'est passé, c'est que l'armée régulière a repoussé et a éradiqué certains groupes de terroristes qui étaient prévus pour la déstabilisation totale, parce que le mandat de ces forces MINUSMA doit finir d'ici le 15 juin. Donc il faut aller à tout prix rentrer par un entourloupe comme ça pour pouvoir renforcer cette force et qui devait empêcher pour qu'on ne puisse pas atteindre les objectifs que l'armée régulière est en train d'atteindre pour pouvoir rentrer dans le désert du Kidal et que nous attendons avec fracas pour que tous ensemble nous allons là-bas pour éradiquer toutes ces forces terroristes qui sont là-bas, qui sont en train de sillonner pour pouvoir déstabiliser tout le Grand Sahel. Merci à vous, Samuel Djededor Youmbi. On va donc retrouver de l'autre côté Roland Bayala qui est déjà en direct. Bonsoir et bienvenue. Est-ce qu'on a Issa Diawara? Oui, bonsoir, je suis là. Bonsoir à vous, Issa Diawara. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, et bonsoir au grand frère Samuel, et bonsoir à tous ceux qui suivent Afrique Média en cette instance. Eh bien, on va demander à l'équipe, à la réalisation, de nous donner le retour de l'autre côté, parce que sur le plateau, on ne reçoit pas Issa Diawara. Oui, mais moi, je vous reçois bien. Merci Issa Diawara d'avoir accepté et répondu présent à cette autre invitation. Eh bien, on s'interroge quand même sur la nécessité pour la France de diligenter une enquête entre guillemets indépendante du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les événements de Moura. D'après vous, pourquoi Paris tenait tant à ce qu'une enquête soit diligentée par les Nations Unies du côté du Mali sans même attendre les conclusions de l'enquête lancée par les autorités judiciaires maliennes? Ok, merci, je vous remercie. Une fois de plus, je salue le grand frère présent au plateau, Samuel Djededor, et je vous salue, je salue tous les panélistes, je salue tous ceux qui suivent Afrique Média en ce moment précis. Merci. Pour répondre directement à votre question, vous avez d'abord le fait que c'est la France qui a demandé une résolution au Conseil de l'ONU. Vous savez, c'est déjà un signe positif pour l'Afrique. Ça montre que la France, c'est déjà la fin de la France-Afrique qui a commencé. D'abord, c'est le signal qu'il faut comprendre. C'est déjà un signe de libération de l'Afrique qui est annoncé. Parce qu'autrefois, la France faisait ce qu'elle voulait. C'était à la France de dire ce qui s'était passé. La France n'avait aucunement besoin d'une résolution. La France n'avait jusque-là aucunement besoin de demander une enquête sur un dossier concernant un pays de l'Afrique soi-disant francophone. Mais maintenant que la France est obligée, elle est contrainte de passer d'abord par l'ONU, ça c'est déjà un pas en avant. Maintenant, là où le bas blesse, la difficulté c'est quoi? C'est que la France à l'ONU a encore échoué. C'est là le deuxième échec de la France, c'est ça le deuxième signal. Donc il y a eu échec, la résolution n'a pas pu passer. Et pourquoi la résolution n'a pas pu passer? Quel est le pays qui a bloqué? Nous avons dit que c'est la Russie. La Russie, chaque fois, c'est de la Chine. Parce qu'autrefois, n'oublions pas qu'à partir des années 60, non seulement la Russie n'a pas de colonies en Afrique, ce qui est important à souligner, à partir des années 60, quand l'Afrique a commencé à s'émanciper et que la France, tout de suite par De Gaulle, a tenté d'anticiper en essayant de proposer des indépendances formelles et non des indépendances proprement dites à ces États africains. Beaucoup de chefs d'État africains panafricanistes dès le début, notamment les Modibo Keïta du Mali, les Sékou Touré de la Guinée,
Lumumba du Congo, les chefs d'État qui ont viré du côté du bloc de l'Est ont tout de suite été, ont été victimes de complots, d'assassinats, d'emprisonnement, d'humiliation. Et c'est là que la Russie n'avait pas répondu beaucoup présente. Je pense que la Russie aujourd'hui est en train de corriger une erreur grave de l'histoire. Et la Russie a finalement compris que plus elle laisse abandonner des États qui sont en train de s'orienter vers elle, plus elle est en train de renforcer l'autre bloc qui va continuer à la déstabiliser et à la combattre. Parce que ces mêmes États, en pillant l'Afrique, s'enrichissent et c'est avec cette richesse aujourd'hui qu'ils sont en train de financer Zelensky, qu'ils sont en train de financer d'autres forces qui sont en train de combattre la Russie. Donc mieux vaut couper court à leur robinet, qui est l'Afrique. Donc nous disons bravo à la Russie d'avoir compris le jeu de la France, que laisser l'Afrique entre les mains de la France, c'est malheureusement se mettre un peu un doigt aussi dans l'œil. Et si nous suivons bien le discours du représentant du Mali, et dans le discours, de quoi il est question? Il a parlé du retour à l'ordre constitutionnel. Mais il a des conditions. On dirait que les diplomates français n'ont pas été suffisamment bien formés. Je comprends. Mais vous demandez à un pays, vous insistez sur le retour à l'ordre constitutionnel pour avoir peut-être une marionnette à la tête de l'État qui doit honorer tout le contrat de la France. Au même moment, vous poussez vos laquins à soumettre les mêmes pays sous un embargo financier. Là, vous donnez encore tous les prétextes, toute la légitimité aux autorités maliennes de rester le plus longtemps que possible au pouvoir de gérer les difficultés qu'ils sont en train d'occasionner eux-mêmes. C'est pourquoi je dis, je me demande si ces gens-là sont réellement formés. Le Mali dit qu'il y a des conditions. Et c'est préalable, qu'est-ce qu'on peut citer entre autres? C'est la sécurisation. Vous ne pouvez pas demander qu'il y ait des élections dans un pays où les forces armées sont en train de libérer les territoires progressivement. On n'a pas terminé le travail. Pourquoi courir derrière l'élection? De Gaulle qui a nettoyé la France, là, leur fameux De Gaulle là. Mais il a fait 14 ans à peu près sans élection. Mais c'est De Gaulle qui est la plus grande personnalité de l'histoire de la France. Et ensuite, dans le discours, il a parlé de l'accord d'Alger. Regardez, là encore, les Français sont très limités. Les Français et leurs pions. Ils poussent le Mali, ils exigent du Mali l'application de l'accord d'Alger. Au même moment, ils maintiennent leurs rebelles armés. L'accord aujourd'hui butait à un problème de désarmement des rebelles. Les rebelles pro-français qui sont au Mali. L'accord aujourd'hui est buté à un problème de désarmement. Tant que ces rebelles contrôlent des villes militairement, en tout cas la ville de Kidal, mais nous n'allons pas faire d'élection. Faire une élection, par exemple, sans Kidal, mais c'est livrer Kidal directement aux rebelles et à la France. Là encore, il y a incohérence. Donc, s'ils veulent un retour à l'ordre constitutionnel, qu'ils demandent à leurs pions qui sont à Kidal et dans d'autres localités de déposer tout bonnement les armes et de permettre un retour rapide et redéploiement rapide des forces armées maliennes sur toute l'étendue du territoire malien. Et c'est dans ce contexte qu'on pourra parler d'élection. Mais tant que la France, par force interposée, occupe une partie du Mali, tant que la France, par force interposée, continue à financer des terroristes, on ne pourra pas parler d'élection. Il faut qu'elle accepte de dégager le terrain complètement. Et ensuite, dans le discours du représentant du Mali, Issa, à l'ONU, de quoi il était question? Il était question évidemment de cette montée en puissance des FAMA. Et pour bloquer, la France parle de la violation des droits de l'homme. Ça fait rire. Et ça peut-être échappé à beaucoup. Le porte-parole a parlé de la charte de Kourou-Kanfouga concernant les droits de l'homme. Vous savez, l'Afrique n'a pas à prendre des notions de droits de l'homme à l'Occident. Nous sommes en avance. La charte de Kourou-Kanfouga, vous savez de quand ça date? C'est de 1235.
bien avant que ces Européens se glorifient, se tapent la poitrine d'avoir découvert l'Amérique en 1492. Bien avant cela, dans ça, il y avait la question des droits des femmes, il y avait tout. C'est tout ficelé. C'est une charte de 44 articles. Dans ça, on apprenait comment on doit protéger un individu, comment l'être humain est sacré. Et c'est là, plus de 553 ans avant la déclaration des droits de l'homme de Paris, en 1789. Donc l'Afrique est très en avance sur l'Occident sur ce point. Bien qu'ils ont tenté de faire main basse, bien qu'ils ont tenté, par leur théorie des tables rases, d'effacer l'histoire de l'Afrique de l'histoire, faire croire que nous n'avons pas participé à l'histoire, c'est un échec. Maintenant, ce qui s'est passé à l'ONU, c'est quoi l'impact? L'impact que nous pouvons voir tout de suite, c'est que la France est en train d'être désarmée, en train d'être déshabillée. Ce qui pousse des pays comme l'Ukraine, certains États marionnettes, à vouloir négocier directement avec le Mali, avec l'Afrique. C'est maintenant qu'on commence à prendre l'Afrique au sérieux. C'est pourquoi nous avons dit que la transition malienne, c'est une transition panafricaine. C'est une transition qui appartient à l'Afrique. Et là, vu le fort soutien, regardez les commentaires à chaque fois qu'il y a quelque chose qui concerne le Mali, venant de toute l'Afrique, venant de tous les panafricains, venant de tous les Noirs, aujourd'hui, les Occidentaux sont en réalité, ils sont très en difficulté. Et je pense que la France comprendra. Le Mali dit, le représentant du Mali à l'ONU a clairement dit que le Mali est ouvert à tous les partenariats, mais que cela respecte la souveraineté du Mali. Si la France est prête à revenir et négocier comme les autres États le font, mais nous, on n'a pas de problème. C'est aux autorités maliennes de voir si on peut accepter leur offre ou pas. Mais vouloir nous imposer, nous intimider, vouloir mener une campagne d'intoxication grâce à des médias comme Afrique Média et d'autres médias panafricains, aujourd'hui la France est en train d'échouer du lot à large. Et nous nous rendons compte que les médias panafricains sont aujourd'hui plus suivis. Ces médias ont plus de crédit aujourd'hui de la part des panafricains, contrairement aux médias que la France finance à coup de millions volés à l'Afrique, à coup de richesses volées en Afrique, mais qui malheureusement commencent aussi à montrer leurs limites. Des médias dirigés par les services secrets français qui commencent à montrer leurs limites. Donc nous disons bravo au Mali, aux autorités du Mali, bravo aux panafricains qui soutiennent le Mali, et une fois de plus, nous disons Afrique Média, le monde c'est nous. Merci. Merci à vous également, Issa Diawara. On va donc à présent ouvrir le standard pour permettre aux téléspectateurs qui souhaitent participer à cette édition d'appel sur le continent de le faire. Mais avant, je vais vous relancer avec une autre question. Issa Diawara, il faut dire que vous évoquiez il y a quelques instants ces différentes forces qui sont en œuvre pour essayer d'étreindre le Mali. Parmi ces forces, on compte bien sûr certaines personnalités de l'establishment français. On va citer par exemple le chef de l'État Emmanuel Macron, la ministre française des Armées, sans oublier également le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui n'a cessé d'attiser le feu, comme on le dit sur le continent africain, en ce qui concerne cette opération militaire spéciale des FAMA du côté de Moura, qui a permis de décapiter en quelque sorte la Katiba Massina. Jean-Yves Le Drian estime que la version du gouvernement malien n'est pas crédible parce qu'elle est celle d'un gouvernement qu'il juge illégal et illégitime. Est-ce que vous partagez donc l'avis de ces panafricanistes et de ces Africains-là qui pensent que Jean-Yves Le Drian, en tant que ministre des Affaires étrangères, qui est censé faire preuve de diplomatie, est plutôt celui qui passe le temps à jeter de l'huile sur le feu et donc par conséquent est incapable de gérer les relations internationales entre la France et l'Afrique? Vous avez M. Jean-Yves Le Drian, le monsieur Afrique aujourd'hui, c'est le remplaçant direct de Foucault. Le monsieur représentant et le monsieur Afrique de l'Élysée. Ce monsieur, il est même d'ailleurs visé par une plainte de la société civile au Mali. Plusieurs organisations de société civile du Mali, en tout cas, ont saisi la justice pour une enquête concernant les passeports biométriques du Mali. Un marché frauduleux qui aurait été attribué par pression de lui, Jean-Yves Le Drian, à son fils. Donc la même chose qui a poursuivi Sarkozy après la Libye, la même chose arrivera à ce monsieur Jean-Yves Le Drian. Comprenez-le,
ces ajustements, nous essayons de comprendre, il est un peu sous pression. Parce qu'il sait que quand il quittera le pouvoir, tôt ou tard, c'est cette enquête que, quand même, en tout cas, la société civile malienne poursuivra jusqu'au bout. Jean-Yves Le Drian, vous savez, c'est un monsieur qui n'a jamais gagné. Il n'a jamais gagné. Vous savez, c'est le même que quand il y a eu élection en RDC, en République démocratique du Congo, c'est le même qui avait dit qu'il ne va pas reconnaître la victoire de l'autre, là, Tshisekedi, et que c'était un frauduleux. Donc c'était des résultats frauduleux. Et c'est les mêmes que nous voyons aujourd'hui courir derrière la RD Congo. Donc c'est un monsieur qui n'a pas honte, malgré son âge. Quand Jean-Yves Le Drian fait des affirmations, dites-vous qu'il est en mission, il est en train de protéger un intérêt. Il sait comment Bolloré le paye, sans doute. Il sait à quel coût de millions il a entretenu. Parce que les autorités françaises, c'est que beaucoup oublient, n'étant pas à mesure d'avoir suffisamment de pots de vin dans leur propre pays, où ils sont soumis à des contrôles stricts, c'est en Afrique qu'ils mettent des dictateurs à la tête des États et qui ensuite ils viennent récupérer des mallettes. C'est ce qui se passe un peu. Et Jean-Yves Le Drian comprend que l'Afrique est en train de mettre fin à cela. Et cela commence par le Mali. Et quand Jean-Yves Le Drian parle de Moura, vous savez ce qui s'est passé à Moura, cette localité où on accuse l'armée malienne d'exaction. C'est parce qu'à Moura, comme le grand frère Samuel Djenedor Naya l'a dit, à Moura, ce sont plus des chefs terroristes qui ont été liquidés, qui ont été neutralisés. Puisque la réunion du 20 mars à Moura a accouché de la réunion du 27 mars. Et la réunion du 27 mars était une assemblée générale des forces terroristes qui devaient statuer sur leurs difficultés financières. Puisqu'ils ont dit qu'ils ont des alternatives telles que comment rafler le bétail au maximum, comment augmenter le prix de la zakat qu'ils prélèvent aux populations à hauteur de 40%. Et comment planifier d'autres opérations pour récupérer plus de butins de guerre. C'est cette programmation des terroristes qui a été détruite. C'est là que le Mali a mis le pied dans leur plat. Et c'est là que le Drian, en tout cas, il parvient à se remettre de cela. Vous avez vu, depuis ce jour jusqu'à présent, il n'y a pas eu une seule attaque au Mali. Ils sont désorganisés. Ils sont décapités. Nous sommes du Mali, nous sommes des Maliens. Nous comprenons les langues locales. Tous les témoignages qui remontent du terrain disent qu'en réalité, le Mali n'a fait que neutraliser des terroristes. Pire encore, vous avez vu la visite de 2 ministres maliens à Moura. Il n'y a pas de problème, aucune manifestation. Vous voulez que on peut assassiner les parents déjà et venir se promener tranquillement. Il n'y avait pas beaucoup de militaires qui les accompagnaient. Rien ne s'est passé. C'est du démenti. C'est là que... Et puis Moura, la fameuse localité, elle était comme une capitale des djihadistes, des terroristes. Parce que c'est à Moura qu'ils emmagasinaient tout. Et toutes les armes récupérées à Moura. Si la France et la MINUSMA voulaient vraiment combattre les terroristes, pourquoi ne pas féliciter au moins les FAMA? Commencez par une félicitation. Donc en réalité, tous ces stocks d'armement, les vides là, pourquoi aucune félicitation? Parce qu'à Moura, vous savez, les terroristes avaient plus de 10 camps d'entraînement. Plus de 10 camps d'entraînement, je dis et je répète. Donc c'est tout ça qui a été démoli. Et à Moura, il y a eu des djihadistes qui étaient venus du Niger voisin, du Burkina. Toutes ces forces du mal ont été neutralisées. Aujourd'hui, ils sont désorganisés. Nous comprenons leurs agitations. Nous pensons que les djihadistes, les terroristes qui s'attaqueront dorénavant aux positions maliennes savent qu'ils sont des kamikazes. Parce que qui s'attaque à une position de l'armée malienne ne repart plus sain et sauf. C'est fini, la peur a changé de cas. Aujourd'hui, ce sont les terroristes qui sont terrorisés. Et malheureusement, toutes les tentatives de vouloir freiner la montée en puissance des FAMA au niveau de Moura, le chef d'état-major a été clair. L'opération va continuer jusqu'à la libération totale du Mali. La France peut continuer à pleurer, elle peut continuer à s'agiter, elle peut continuer à pleurnicher. Heureusement pour le Mali va avancer et l'Afrique va se libérer.
Issa Diawara, merci pour cette autre intervention. Eh bien, chers téléspectateurs, nous le disions il y a quelques instants, le standard est désormais ouvert pour ceux là d'entre vous qui souhaitent participer à cette édition d'appel sur le continent. Eh bien, Samuel Djenedor Yumbi, le temps de permettre à nos téléspectateurs d'arriver du côté du standard. Est-ce que, d'après vous, au vu des événements, des différentes positions de la France, Paris doit toujours être considéré par Bamako comme un pays allié? Non, aujourd'hui, Bamako, en particulier l'Afrique, ne considère plus Paris comme un pays allié parce que présente que nous vivons et nous découvrons clairement